Bonsoir à tous. Nous abordons ce soir un thème qui inquiète sans doute encore ces millions de parents dont les enfants ont connu une scolarité perturbée par la Covid. La rentrée scolaire 2022 s'est faite, rappelez-vous, en pleine troisième vague de la pandémie et a été la deuxième année successive d'un protocole sanitaire strict rendant compliqué, voire impossible, une scolarité ordinaire. Les examens des deux paliers moyens et secondaires de l'éducation nationale étant programmés entre le 6 et le 16 mai prochain, l'occasion pour nous de faire le point sur la préparation de ces deux étapes charnières dans le cursus scolaire d'un peu plus d'1 500 000 élèves qui passeront donc leur BEM et leur baccalauréat. Bienvenue dans Vision. On reçoit pour en parler Madame Fatiha Moualek, inspectrice centrale au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir Madame Moualek. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Et c'est toujours un plaisir de venir à Canal Algérie. Et vous êtes la bienvenue. Alors, on va revenir un petit peu aux conditions de déroulement de cette année scolaire 2022, dont la rentrée avait été prévue initialement le 7 septembre. Elle ne s'est faite que le 21. Il y a eu, entre-temps, cette interruption des cours à cause de la situation sanitaire de l'époque, à partir du 20 janvier, pour une dizaine de jours, prolongée d'une semaine, 7 jours précisément. Alors, il y a eu presque une perte de 30 jours dans le programme. Comment cette situation a été gérée? D'abord, si vous permettez, oui. J'ai commencé par rassurer les parents et les candidats aux examens BEM et BAC par l'instruction de Monsieur le ministre qu'ils seront évalués que sur les cours vus en présentiel en classe. On va arriver aux examens, très important. On va en parler, on va revenir là-dessus. Et si vous permettez aussi, je voudrais remercier toute la communauté éducative, en particulier nos enseignants, pour la qualité du travail effectué lors de la crise sanitaire, leur engagement, leur dévouement, leur abnégation. Donc on leur dit un grand merci. On compte sur eux pour la réussite des examens scolaires, moment propice de l'évaluation et de la validation des parcours scolaires de nos élèves. Un grand merci. Très bien. Alors pour revenir à ma question, comment cette situation a été gérée? Ça reste une situation exceptionnelle, même si c'est la deuxième année consécutive de ce contexte pandémique. Comment votre département a géré ce retard finalement? On va revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire que l'année scolaire 2021-2022 était préparée l'année précédente. En amont. En amont. Donc, les progressions et les plans d'apprentissage ont été régulés, adaptés en fonction de l'organisation pédagogique mise en place par le ministère de l'Éducation nationale en fonction du temps imparti à chaque discipline. Bien sûr, avec une marge. C'est pour ça que, en temps de pandémie, c'est pas vraiment exact. On dépend du nombre de cas. Donc, c'est vrai que c'était pour le 7 septembre, mais si on y a réfléchi, et si jamais c'est pas le 7. Donc, il y avait une espèce de marge de manœuvre. Exactement. On a laissé une marge de manœuvre pour pouvoir justement ne pas être justement prise au dépourvu. Et au début de l'année, on procède à l'évaluation diagnostique. Donc, avant d'entamer les apprentissages, donc on fait une évaluation diagnostique pour pouvoir démarrer les apprentissages. Donc, néanmoins, il y a eu cette interruption de cours. Il y a eu un avancement de... Bon, en tout et pour tout, c'est 21 jours et non pas 30 jours. Il y a eu la semaine des vacances. On a avancé les vacances au 9 décembre. Et donc, les cours étaient suspendus du 30 janvier au 6 février. Et il y a eu une réorganisation du reste de l'année scolaire. Donc, des équipes d'inspecteurs ont accompagné les enseignants pour rattraper si jamais il y a c'est-à-dire un retard qui a été accusé dans une classe, dans un établissement. Donc il y a eu un accompagnement des enseignants par les inspecteurs. Comment rattraper ce léger retard? Comment précisément? Il y a soit la régulation pédagogique,
soit on fait des heures supplémentaires. Donc les chefs d'établissement avaient toute la latitude pour pouvoir, c'est-à-dire réorganiser les choses pour pouvoir rattraper ce petit retard. Donc c'était une proposition faite par vos partenaires sociaux qui a été retenue finalement, que les directeurs d'établissement avaient comment dire, plus de prérogatives ou plus de souplesse pour gérer ces retards. Chacun dans son... Les chefs d'établissement ont toujours eu la latitude de réorganiser les choses dans le bon sens pour pouvoir rattraper, parce que le retard, pas seulement en temps de pandémie, il peut y avoir par exemple un enseignant qui s'absente parce qu'il a, par exemple, absent parce qu'il était malade ou il a eu un empêchement. Donc les chefs d'établissement ont toujours eu cette latitude-là. Alors pour être clair, il n'y a pas eu finalement de réduction ou de sélection des cours à l'intérieur, enfin dans les programmes. Il n'y a pas eu non plus de réduction des volumes de cours ou d'enseignement, du moins pour l'année en cours. Justement, nous on est dans une approche par compétence. On n'est pas dans une approche par contenu. Donc on est dans la régulation pédagogique. Il y a par exemple, je vous explique, pour une compétence P, par exemple, donnée, donc elle est déclinée en objectifs d'apprentissage et chaque objectif d'apprentissage est décliné en activités. Donc l'enseignant, s'il a beaucoup de temps, il fait plusieurs activités pour viser c'est-à-dire pour aboutir à son objectif. Il peut fusionner, donc il peut fusionner un ou deux activités, 3 activités, non, c'est des activités, pour pouvoir justement arriver à son objectif. Donc on est dans l'approche par compétence et non pas dans l'approche par contenu. Vous voulez dire que les cours qui se sont déroulés quand même par groupe, ça s'est maintenu pendant ce contexte pandémique et jusqu'à aujourd'hui. Donc vous nous direz d'ailleurs si on sait aujourd'hui, est-ce qu'on va arrêter ce protocole sanitaire, puisque la situation sanitaire s'y prête, nous sommes proches du... Voilà, nous avons touché le cas 0. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Pourquoi ça n'a pas été fait aujourd'hui? Je ne sais pas si la décision est évidemment à d'autres niveaux d'évaluation. La préparation de l'année scolaire, l'année scolaire prochaine, se prépare en ce moment. D'accord. Mais ça dépend. Donc c'est à l'étude. Oui, non, on est en préparation. Il y a des commissions qui travaillent sur les programmes, sur les progressions, sur l'organisation pédagogique, sur tous les dossiers qui concernent l'année scolaire 2022-2023. Donc on dit il n'y a pas le... Inch'Allah. Mais est-ce qu'il y a une évaluation aujourd'hui, à travers ces commissions, de l'impact de cette condition pandémique sur la scolarité? La scolarité par groupe, c'est-à-dire des cours, on a divisé les classes en 2. Il y a ce stress qui a pesé aussi, on peut pas l'ignorer. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des études ou des recherches à ce niveau-là pour voir quel a été l'impact? Est-ce que les enfants ont pu faire une scolarité plus ou moins normale? La scolarité a été... il y a eu une continuité pédagogique. Même si les efforts ont été là, on est d'accord. Oui, pour vous dire, donc l'évaluation fait partie de notre quotidien. De votre travail, oui. De notre travail. Donc elle est au quotidien. Donc au premier trimestre, non seulement on fait une évaluation pour les apprentissages et des apprentissages, et on fait aussi l'analyse des résultats. Ça fait partie... Alors que disent aujourd'hui ces analyses? Ils sont acceptables. Tout est, c'est-à-dire les résultats sont acceptables. On a vu par exemple, notamment un député proposer l'annulation, par exemple, des devoirs et compositions du deuxième trimestre. Ça n'a pas été retenu, c'est quelque chose qui a été écarté.
Ça s'est bien passé. Et l'année scolaire, c'est relativement bien passé. C'est pour ça que je vous parle d'impact et d'analyse de cet impact. Oui, parce que si on n'a pas annulé les devoirs et les compositions, c'est parce qu'il y a eu une évaluation positive. Oui. D'accord. Donc, c'est qu'il y a eu un avancement acceptable. C'est qu'il y a eu, c'est-à-dire, si on était en retard, par exemple, on aurait annulé le devoir, mais c'était pas le cas. Donc, en termes de pression non plus, il n'y a pas eu... Non, il n'y a pas eu de pression. Les élèves ont fait leurs devoirs dans de bonnes conditions, leur composition. D'ailleurs, il y a un planning qui a été communiqué. Donc, il y a eu une réorganisation à partir du 6 février. C'est vrai que les vacances de printemps, au lieu d'avoir 2 semaines, ils ont eu 1 semaine. Donc, c'est-à-dire l'impact était plutôt positif. Était positif, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cette période où il y a eu l'interruption des cours et il y a eu cette plateforme numérique, ces plateformes numériques mises donc par le ministère de l'Éducation nationale à la disposition des élèves pour étudier à travers, pour avoir des cours en continu à travers ces plateformes, notamment à travers une de nos chaînes. Oui, Al-Ma'arifa. Oui, Al-Ma'arifa. Al-Ma'arifa, l'ONEF. Est-ce que là aussi, on a analysé l'impact de cette période, peut-être aussi le manque de moyens? Ça a aidé. Bon, on le fait depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire depuis 2020. Justement, aujourd'hui, il y a lieu d'analyser cette initiative. Justement, là, ça a montré notre capacité à nous adapter à un nouveau, c'est-à-dire une nouvelle façon de faire. D'accord. Oui. Donc, en 2020, nous avons commencé l'enregistrement des cours à l'ONEF, par l'ONEF, à la télévision, une plateforme du CERIST. Donc, il y a eu du répondant. Il y a eu du répondant, mais il y a aussi de la formation. C'est-à-dire que maintenant, les enseignants peuvent travailler à distance avec leurs élèves, parce que auparavant, l'élève, quand il a quelque chose c'est-à-dire, il voudrait comprendre quelque chose, il a une préoccupation sur un cours, un concept, il doit attendre le lendemain pour voir son professeur, alors que là, il peut tout de suite contacter son prof ou la plateforme du ministère. Ça rend les choses plus faciles. Voilà, ils ont de la chance. Ils ont de la chance. Mais est-ce qu'il y a un taux de suivi? On a vu que, par exemple, pour l'enseignement supérieur, il a rendu ce chiffre de 20% par rapport aux étudiants qui n'ont pas choisi le présentiel pour l'enseignement hybride qui est appliqué depuis le début de l'année en cours. Est-ce que dans l'éducation nationale, vous avez pu ressortir un taux de suivi? Parce qu'on sait que toutes les familles ne disposent pas forcément de moyens. J'ai pas les chiffres en tête, mais bien sûr. Moi, je vous dis, dans le ministère de l'Éducation, dans notre secteur, on ne fait rien sans évaluation. Donc, toute opération se termine par une évaluation. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, il y a eu un impact positif. Il y a eu la formation des enseignants à l'enseignement à distance. C'est un acquis. C'est un acquis. Qui pourrait être développé, hein? Bah oui, les enseignants travaillent comme ça maintenant avec leurs élèves. Hein. Ils s'échangent régulièrement. Les élèves ont l'opportunité de poser des questions à leurs enseignants et ils ont la réponse tout de suite. Mais j'insiste qu'ils seront examinés sur les cours pris en présentiel. Très bien. Alors on va parler de la préparation des examens. Comment ça se passe? Est-ce que les sujets aujourd'hui sont prêts? Les sujets, la conception de sujets a commencé en octobre 2021. Très bien. D'accord. Alors, le processus de conception de ce sujet se déroule en 3 sessions. Si nécessaire, on organise une 4e session. Donc, pendant la première session, il faut savoir qu'il y a un guide d'élaboration de sujets. C'est un guide pour chaque discipline utilisé par tous les concepteurs. Les concepteurs qui sont les enseignants. Des commissions d'inspecteurs et d'enseignants.
Donc, vous voyez bien qu'on a des enseignants avec nous qui participent à la conception de sujets. Donc, comme je vous ai dit, le processus se passe en 3 sessions, mais si nécessaire, on organise une quatrième session. Donc, durant la première session, il y a la lecture du collectif du guide, il y a la préparation des supports, il y a, ensuite on prépare les sujets individuellement, ensuite en binôme. Après, il y a une mise en commun. Après, c'est un long processus. Oui, oui, on prépare ensuite les corrigés types et les barèmes. Il y a aussi préparation individuelle, ensuite en binôme, lecture croisée, mise en commun, plein de choses comme ça. C'est c'est une mission très, très importante et il faut être vraiment pointilleux et faire très, très attention. Ouais. Alors, qu'est-ce qui reste à faire dans ce processus? Allez-y. Ces concepteurs ont été formés, on va souligner et mettre en exergue les efforts du ministère de l'Éducation, c'est-à-dire qui ont formé, on a formé les concepteurs de sujets à la consigne, aux standards de l'évaluation et aux normes de l'évaluation et aux standards de la consigne. Voilà, donc avant de participer à cette conception, donc on les forme avant. Voilà. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui dans ce processus de préparation, d'organisation des examens? Donc maintenant, il y a la lecture finale, la lecture avant impression. Voilà, oui. La lecture des sujets, et des corrigés et des barèmes avant l'impression. Voilà. Pour les 2 paliers, pour le BEM, oui, pour le BEM et le baccalauréat. Est-ce que par rapport au protocole sanitaire, les mesures seront encore une fois appliquées au cours des examens? Le protocole sanitaire est de rigueur. Hein. Donc tous les centres de déroulement sont fin prêts pour accueillir nos chers candidats. Donc, respect des gestes barrières. Les candidats ont commencé à retirer leur convocation depuis mardi 10, donc sur la plateforme numérique du ministère de l'Éducation nationale, à mati.education.gov.dz, sur aussi l'espace parents, ferwa.education.gov.dz et sur les 2 sites de l'ONEC, un réservé pour le bac, bac.onec.dz et bem.onec.dz. Ça, c'est totalement numérisé aujourd'hui. Oui, ça c'est pour les candidats scolarisés. Ouais. Pour les candidats libres, ils ont 2, donc un site pour le site de l'ONEC, bac.onec.dz pour le bac et bm.onec.dz, donc c'est 2 pour les candidats libres. Voilà. Donc avant de venir, vous nous avez dit qu'il fallait rassurer aujourd'hui les parents du bon déroulement, ou en tout cas du déroulement normal de ces examens. Je voudrais ouvrir la parenthèse sur les questionnements autour du seuil, ce qu'on appelle le débat, souvent, hein, chaque année, sur la Ataba par rapport au baccalauréat. Le seuil ne fait pas partie, de notre jargon pédagogique. Hein. Nous sommes dans la... Certains auraient pu s'attendre à la Ataba, considérant le contexte actuel, ils se sont dit peut-être que cette année, il aura sa pertinence. Je vous dis que le seuil ne fait pas partie C'est-à-dire, il faudrait peut-être expliquer. Nous sommes dans une approche par compétence et nous ne sommes pas dans une approche continue. C'est-à-dire que quand c'est des contenus, donc on va dire il n'y aura pas ce cours, il y aura pas... mais là on vise des compétences. Oui, c'est le savoir. C'est le savoir, c'est des niveaux de compétences. Donc la compétence, elle se décline en connaissance, en savoir-faire, en savoir-être. Donc là... Alors pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui les élèves restent attachés à ce concept de cours, de sélection des cours, un peu comme avant, il fallait leur déterminer... Pourquoi ils n'adhèrent pas peut-être suffisamment ou ne comprennent pas encore cette approche par compétence? Non, je pense que les élèves sélectionnent par rapport aux années précédentes, par rapport à l'importance des cours, et non pas par rapport à ça, parce qu'ils savent très bien que le seuil ne fait pas partie de notre... ne fait pas partie du jargon pédagogique. Donc, je vous ai dit, on est dans une approche par compétence. Donc, l'entrée est par compétence, donc pour chaque discipline. Donc, l'élève, il sélectionne des cours parce qu'il se dit, tiens, sur 3 ans, sur 4 ans,
Il y a eu les suites, donc il y aura ces suites cette année. Ce qui revient en fait. Par exemple. Il y a eu, je ne sais pas, il y a eu tel ou tel cours en philo, vous comprenez? Donc ils essaient, c'est normal. Les candidats. C'est un peu naturel. C'est un peu naturel, c'est humain. On s'imagine toujours, voilà, tiens, il y aura ce cours sûrement, donc je vais me baser sur ce cours plus que celui-là. Je vais me baser sur telle ou telle partie du cours. Vous voyez un peu? Donc je pense que c'est plutôt ça. Voilà. Parce qu'ils sont habitués, ils savent qu'on ne parle pas de seuil. Voilà. Très bien. Donc si vous deviez dire un dernier mot donc pour, on le disait, rassurer encore une fois les parents d'élèves et puis les élèves eux-mêmes qui vont passer ces épreuves de BEM et de baccalauréat. Vous êtes un peu en train de nous dire depuis le début de l'émission qu'il n'y a rien de changé ou d'inhabituel, même si en Algérie nous avons connu un contexte pandémique comme le reste du monde. On a eu une continuité pédagogique. Voilà, il y a eu cette continuité pédagogique. Les programmes se sont déroulés normalement. Je vais juste donner quelques conseils aux candidats. C'est de tout d'abord repérer le centre de déroulement où ils vont passer l'examen parce que il faut connaître le lieu, le localiser pour éviter le retard. Ouais. Il faut être une heure avant le début des épreuves, éviter d'être en retard, vérifier sa trousse, qu'il a toutes ses affaires, sa carte d'identité et sa convocation pour le bac et sa carte d'identité ou la carte scolaire pour le BM et bien sûr la convocation. C'est-à-dire ne pas être en retard parce que bon, les centres de déroulement vont ouvrir à 7h du matin pour les responsables et à 7h30 pour le matin bien sûr pour les candidats et la fermeture des portes sera à 8h. Ouais. Et à partir de 8h30, les candidats ne sont pas autorisés à passer l'examen. Entre 8h et 8h30, ils sont autorisés, mais c'est-à-dire qu'on les compte parmi les retardataires. D'accord. Mais bon, c'est vrai, chaque année, ces cas de retardataires qui posent problème, évidemment. Oui. Je conseillerais aussi aux candidats de s'exercer sur les sujets des bacs précédents, d'autres bacs, d'autres sujets, sur des annales. Il faut s'exercer. Pourquoi? Pour justement gérer le temps. Pour voir, pour s'auto-évaluer, parce que les candidats ont tendance à travailler en groupe. Ils ont tendance à travailler en groupe. C'est bien, mais il faut travailler en individuel. Ça crée une dépendance peut-être. Oui, parce que autour d'un problème, il y a la collaboration de tous. Donc, je ne peux pas m'évaluer. Donc, mais la solution au problème ne m'appartient pas. Elle appartient au groupe. Par contre, quand je travaille tout seul, je m'auto-évalue, je vais voir si j'ai pu bien gérer mon temps, est-ce que j'ai bien répondu. Donc, moi, je leur conseille de travailler quand même seuls, parce que le jour du bac, ils seront seuls. Mais bon, ils peuvent travailler avec leurs camarades, mais il faut quand même qu'ils aient des moments où ils doivent travailler notamment seuls. Pour la gestion du temps. Exactement. Je leur dirais aussi de s'entraîner au choix de sujets. Ça, ils vont le faire en principe, ils le font avec leurs enseignants, parce que c'est pas facile de choisir un sujet parmi deux. Donc des fois, on pense que ce sujet est simple. Et après, on commence et on se rend compte que c'est pas les cours que j'ai bien révisés. Oui. Donc, je parle pas de simplicité, je parle de révision plutôt, parce que le candidat, il commence, après il s'arrête, il entame le deuxième sujet, il perd du temps. Donc, donc les enseignants ou bien les candidats, ils doivent s'exercer sur le choix du sujet. Donc c'est très très important. Les parents, je conseille aux parents de ne pas stresser leurs enfants, oui. De cacher leur stress, parce qu'on est forcément stressé. C'est une pression inutile, voilà. Et infructueuse, évidemment. Voilà, les motiver.
leur dire que vous avez fait beaucoup de progrès cette année. Entre le premier et le deuxième trimestre, vous avez eu de bons résultats. Vous allez passer le bac blanc, donc il y aura de meilleurs résultats. Il ne faut pas les stresser. Très bien. Il faut les laisser travailler. Merci. Il faut les motiver. Il faut leur faire un calendrier durant la journée pour travailler. Il faut aussi faut leur parler. Il faut les rassurer. Quitte à leur dire, si tu n'as pas le bac cette année, c'est pas grave. Oui, tu l'auras l'année prochaine. Ce n'est pas voilà. une fin, une bonne alimentation. Merci beaucoup, voilà. Madame Moualek. Le temps qui nous est imparti est déjà fini. Je rappelle que vous êtes inspectrice centrale au ministère de l'Éducation nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt.